Amis de Fréquence Histoire, bonjour. Je suis accompagné, comme d'habitude, de Gauthier. Bonjour Franck, bonjour à tous nos auditeurs. Merci pour votre écoute nombreuse sur nos dernières émissions sur la bataille des champs cataloniques et puis le 13 mai, le mai 68 ouvrier, le 13 mai 1968. Aujourd'hui, chers amis, nous allons nous consacrer à cette personnalité qui est le duc de Choiseul grâce à la biographie de Monique Cotret intitulée Choiseul, l'obsession du pouvoir aux éditions Talendier. Alors comme chacun sait, le duc de Choiseul a été maître de la France pendant 12 ans. Principal ministre de Louis XV, son œuvre est importante. Certains disent même qu'elle est considérable. Il mit fin à la guerre de 7 ans, restaura la marine, l'armée, et prépara la revanche contre l'Angleterre, et il est également connu pour avoir libéralisé l'économie, ou du moins avoir tenté de le faire. On croit connaître ce brillant ministre qui resta au pouvoir de 1758 à 1770. Homme de guerre, Choiseul fut l'un des artisans du grand basculement, mettant fin à 2 siècles de lutte acharnée entre la France et l'Empire des Habsbourg. Redoutable homme de cour, il sut se ménager l'appui de Madame Pompadour, mais fut disgracié, on aura l'occasion sûrement d'en reparler, parce qu'il refusa la fulgurante ascension de Madame du Barry, et surtout, il était considéré comme trop proche du Parlement hostile à la monarchie dite absolue. Mais le duc de Choiseul, Gauthier, c'est aussi et c'est avant tout un style, un ton cynique, brillant, parfois méchant, persifleur. C'est celui également d'un grand seigneur, amateur d'art. De la Lorraine où il est né à la Touraine qu'il a choisi, il représente une certaine forme de vie à la française, ce fameux art de vivre au XVIIIe siècle. En s'appuyant notamment sur les écrits de Choiseul, Monique Cotret a dressé un portrait vivant de ce grand ministre qu'elle compare à Richelieu ou Mazarin, et certains, on en reparlera également, considèrent qu'il fut l'homme d'État le plus brillant du XVIIIe siècle. Pour vous donner une précision concernant en fait les prérogatives de Choiseul, je vais égrener rapidement, Gauthier, si tu le permets, les différents postes qu'il a occupés. Alors effectivement, la simple description de sa carrière donne une idée très précise de l'ampleur de la tâche qu'il a accomplie. Il fut secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ministre d'État, lieutenant général des armées du roi, gouverneur de Touraine, surintendant des courriers, des postes et des relais de France, secrétaire d'État à la guerre, secrétaire d'État à la marine, colonel général des Suisses et des Grisons, secrétaire d'État aux affaires étrangères. Tout ça dans une période qui était celle du retournement des alliances, de la guerre contre l'Angleterre. Alors Gauthier, que peux-tu nous dire sur Choiseul, au-delà de ce que je viens de dire? Choiseul, c'est une figure qui, historiographiquement, a toujours eu un portrait assez négatif. C'est effectivement quelqu'un qui, comme tu le disais, Franck, a toujours été un peu perçu comme un persifleur, un manœuvrier, quelqu'un d'assez cynique, ce qui est assez courant dans les milieux gouvernementaux, mais il semblerait que Choiseul représente ses qualités de manière excessive, quelque peu. Alors, Choiseul est né en 1719. Il n'est pas né Choiseul, hein, il est né comte de Stainville. Il est ensuite créé duc de Choiseul. Et il est issu d'une famille, naturellement, qui est une famille noble. Ça, c'est assez ordinaire. Ce qui est un peu plus original, c'est que c'est une famille qui n'est pas liée strictement au royaume de France, mais qui est liée au duc de Lorraine. Et on le verra je crois que c'est dans les 15 premières pages du livre. Choiseul, en fait, a partie liée dans sa jeunesse, avant sa carrière diplomatique, durant sa carrière militaire, avec à la fois le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique, dont la Lorraine est alors une des composantes, puisque la Lorraine n'est pas française. D'ailleurs, Gauthier, pour ne te couper, mais précisons également que dans ses mémoires, le duc de Choiseul prendra toujours le soin de cacher cette filiation germanique ou cet attachement à la famille des Habsbourg, comme si cela n'avait pas existé. En tout cas, il la minore, cette filiation, mais il cache beaucoup d'éléments, effectivement. Alors que, dans ses premières années, c'était pas du tout évident que Choiseul devienne un serviteur du royaume de France, de par l'influence de son père. Il était plutôt amené a priori à servir le Saint-Empire. Et puis finalement, il a été, on le sait, l'un des serviteurs du roi Louis XV. Alors après une carrière militaire, il s'oriente vers la diplomatie, qui est la partie principale de sa carrière, puisque
de cette carrière diplomatique qu'il va devenir ensuite ministre. Et tout d'abord, Choiseul est nommé ambassadeur de France à Rome. Il obtient du pape que soit réglée l'affaire des sacrements. Et ensuite, il passe à Vienne, où son ambassade a plutôt un bon écho et jouit d'un assez grand crédit, notamment auprès de l'impératrice Marie-Thérèse. Il se lie ensuite à Madame de Pompadour, et avec ce lien, Franck, il acquiert une fortune importante. Alors le livre précise régulièrement, et dès les premières pages, que quand de l'argent passe dans les mains de Choiseul, en fait, il est assez rapidement dilapidé, parce que c'est un des traits de caractère du personnage. C'est un dépensier, il n'est pas du tout dans la thésaurisation bourgeoise, hein. C'est pas du tout l'idée de Choiseul, c'est un jouisseur dans tous les sens, hein, que ce soit sur le sens charnel, il a constamment l'envie de dépenser de l'argent, de montrer des signes extérieurs de son pouvoir, etc. Bref, c'est un jouisseur. Oui, c'est un jouisseur. D'ailleurs, à la fin de sa vie, Gautier, dans son château de Chanteloup, il mourra ruiné parce que durant sa retraite forcée, durant son exil, parce qu'il finira banni du royaume de France, il recevait jusqu'à 200 personnes par jour et pendant de longues périodes. Donc effectivement, les cordons de la bourse s'ouvrait facilement, mais à un moment donné, la bourse, il faut la remplir. Alors effectivement, comme tu le disais très bien, avec ses ascendances germaniques, c'était une chose assez singulière. Par exemple, si on se fixe à l'année 1757, de voir que monsieur le comte de Stainville, le père de Choiseul, lui, il est chevalier de la Toison d'Or et ministre de l'Empereur à Paris. Et son fils, le comte de Stainville, et lui, donc notre duc de Choiseul, il est ambassadeur de France à Vienne, à la cour de ce même empereur, et chevalier de l'ordre du Saint-Esprit. Donc c'est quand même assez étonnant, voire assez cocasse cette situation, de voir que le père et le fils servent deux princes, enfin deux rois différents, enfin un roi et un empereur, dans deux villes différentes. Précisons également, à cette même époque, que les deux autres fils du comte de Stainville étaient aussi l'un abbé commandataire en France, et l'autre était major dans un régiment de Croates au fond de la Hongrie. Donc on voit bien que dans cette origine familiale, il y a à la fois cette dualité entre le regard vers l'Est, donc vers l'Autriche, vers cet empire du Saint-Empire romain germanique, et ce royaume de France. Alors Monique Cotteret, dans sa préface, elle dit quelque chose qui m'a marqué, Gauthier. Je ne sais pas si tu as noté ce point. Elle dit en fait que pour moi, il y a 3 éléments qui ont rendu Choiseul incontournable. Elle dit, je cite, « Choiseul déteste les jésuites, n'aime pas Rousseau, et il ménage les jansénistes ». Alors effectivement, ça va être un peu le trait de caractère de Choiseul tout au long de sa vie. À savoir qu'il n'était pas du tout clérical, il va avoir une opposition assez forte avec le parti dévot, il va se ménager une grande partie des encyclopédistes, va tenir une conférence et plus exactement va avoir même une correspondance assez suivie et soutenue avec Voltaire. Et en fait, avec Rousseau, il s'agit d'un quiproquo, parce que Rousseau lui rendra hommage dans différentes œuvres, mais il prendra ça, Choiseul, comme une agression, comme une moquerie. Donc en fait, voilà, les 3 composantes, on va dire, politiques de Choiseul, c'est détestation des jésuites, n'aime pas Rousseau, mais aime bien Voltaire et les encyclopédistes, et surtout, il ménage les jansénistes, comprendre le Parlement de Paris, voire même les parlements. Donc comme tu l'as dit, le comte de Stainville réussit comme dans un premier temps, il est militaire, et à la faveur en fait de différents événements politiques, il arrive à avoir une ambassade à Rome. Or, Rome, à l'époque, même si ce n'est plus une puissance comme elle a pu être par le passé, ça reste quand même, disons-le clairement, oui, le phare de la chrétienté, puissance diplomatique éminente, mais faiblesse, on va dire, militaire. Et donc, Choiseul arrive à Rome, et à l'époque, il y a un grave conflit en France entre le parti dévot et les jansénistes. Pour faire simple, il s'agit d'une querelle théologique par rapport à la grâce efficace ou la grâce suffisante. Nous n'allons pas rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant de noter lors de cette ambassade à Rome, nonobstant disons-le clairement, Gautier, le libertinage philosophique, voire même moral de Choiseul, il arrive, et ça va être un des traits de caractère vraiment de Choiseul, à se ménager la curie romaine et les ambassadeurs romaines, voire même le pape.
il a une capacité assez forte et extraordinaire à se mettre disons-le clairement, à se mettre les gens dans la poche. Oui, effectivement, alors c'est intéressant ce que tu dis sur le libertinage de Choiseul, parce qu'il y a un des chapitres finaux du livre qui s'appelle, de manière assez révélatrice, je crois, Liberté, libertinage, libertinisme. Ça montre tout le caractère de Choiseul. Pour revenir sur la carrière diplomatique et ministérielle de Choiseul, tu as évoqué, Franck, le cumul des responsabilités, en quelque sorte. En gros, il est resté, Choiseul, 12 ans ministre tout-puissant de Louis XV, sans avoir le titre de Premier ministre. Tout cela était très officieux. Mais effectivement, il a accumulé diverses fonctions qui étaient à l'époque les fonctions stratégiques de l'État, hein, qu'on comprendrait un petit peu moins maintenant, notamment la marine. À l'époque, c'est important dans le cadre de la confrontation géostratégique contre le Royaume-Uni. Choiseul a donc été ministre secrétaire aux Affaires étrangères, tout d'abord en 1758, en remplacement du cardinal de Bernis. Et ensuite, tu l'as indiqué, Franck, quelques mois plus tard, en 1759, son pouvoir s'accroît encore des portefeuilles de la guerre et de la marine, se cumule des postes en faisant de facto un Premier ministre avec l'autorité, mais sans toutefois encore le titre officiel, comme on disait. Alors cette situation est assez unique parce qu'elle dure 12 ans. Choiseul est un ministre tout-puissant jusqu'en 1770, à une époque où le changement rapide des ministres, c'est pas comme ce le sera ensuite entre 1946 et 1958, oui, la 4ème République aussi, mais la 3ème République et la 4ème République, c'est pas comme sous les régimes parlementaires, mais les ministres changent assez rapidement à l'époque. Eh bien, Choiseul fait un peu exception à la règle, et je crois que le but de cette émission, ce sera un peu la problématique, ce sera un peu de se demander pourquoi est-ce que son bilan en politique intérieure et politique extérieure est si bon qu'il est justifié, selon Louis XV, de le maintenir au pouvoir pendant 12 ans jusqu'à cette chute fameuse de 1770. On peut préciser, Gauthier, qu'il se met dans les pas du cardinal de Bernis, comme tu l'as si bien dit, et ce qui est assez étonnant et déjà révélateur du personnage, on ne va pas parler de trahison parce que le mot serait trop fort, mais disons que le cardinal de Bernis repère tout de suite cet homme, ce jeune homme talentueux, envieux, compétent, mais le cardinal de Bernis aurait voulu s'en servir de Choiseul comme de marchepied pour devenir Premier ministre. Or, le cardinal de Bernis va montrer une certaine naïveté à l'égard de Choiseul, qu'il va couvrir d'éloges. Il le considère même comme un allié. Il lui écrit des lettres assez belles, assez fortes, dans lesquelles il vante les talents de Choiseul. Or, Choiseul, justement, par cette capacité intellectuelle de comprendre les événements rapidement et de se ménager la chèvre et le chou, il va participer en fait à la chute, à la disgrâce du cardinal de Bernis, et il va réussir en fait à prendre sa place. Il faut vraiment comprendre, comme le disait Gauthier à l'instant, c'est que si Choiseul arrive à se maintenir autant de temps au pouvoir, il y a deux phénomènes qui se multiplient, qui se conjuguent. C'est une personne qui est réellement compétente dans la gestion des affaires, mais surtout, c'est également une personne qui est, disons-le clairement, excellente dans la tactique au niveau du jeu de cour et des commérages et des ragots de couloir de Versailles. Donc d'un côté, il maîtrise l'art politique, et de l'autre, tout ce qui est en sous-main, dans les alcôves, derrière les rideaux, il maîtrise également ce jeu, au point justement qu'il saura se ménager l'appui, voire plus, de Madame de Pompadour, qui elle-même exerçait une influence assez forte sur Louis XV. Oui, alors cet usage du marchepied en politique, moi, c'est assez courant, hein, mais m'a fait assez penser à un exemple historique qui est un siècle plus tard, qui est l'usage que voulait faire Adolphe Thiers de Louis-Napoléon Bonaparte lors de l'élection présidentielle de 1848, en estimant que ce nouveau Bonaparte, c'était un imbécile que l'on pouvait tenir. Et puis finalement, Bonaparte a été élu président de la République avec 75% des suffrages exprimés. Il a conforté son pouvoir en 1851 en se faisant désigner empereur, et Thiers n'est pas arrivé au pouvoir véritablement avant 1870. Donc comme quoi, souvent quand on veut faire de quelqu'un un marchepied politique, il faut vérifier qu'il n'est pas lui-même plus intelligent que ce qu'on croit. Et cela, Bernis en a fait l'expérience en pensant se servir de Choiseul.
D'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est lorsqu'il est nommé à Rome, donc on l'a dit, hein, il devient maréchal dans le camp de Flandre sous les ordres du prince de Soubise, et à son retour de la campagne, il est nommé à l'ambassade de Rome. Et ce qui est intéressant, c'est que la position politique de Choiseul est plutôt contre les volontés gouvernementales par rapport au jansénisme. La cour de Louis XV, et Louis XV veut clairement mettre à bas la résistance janséniste, et disons-le clairement, hein, Choiseul incline plutôt du côté janséniste, parce qu'il est dans une optique très anglophile, disons-le clairement, mais surtout, Choiseul, il va montrer en fait sa capacité à savoir mettre de côté ses ambitions personnelles, ses idées personnelles, pour servir la politique royale. Donc lorsqu'il arrive à Rome, même s'il est anticlérical, même s'il est plutôt proche des jansénistes, sans forcément lui qu'il le soit, et puis surtout comme il est libertin d'un point de vue moral et politique, on aurait pu s'attendre à ce qu'à Rome, il fasse de la résistance à la politique de Louis XV. Et maintenant, au contraire, à Rome, il va se montrer docile et doux comme un agneau envers le pape, et surtout, il va appliquer à la lettre les consignes de Louis XV, et il va en fait participer justement à l'amélioration des relations entre Louis XV et la cour romaine. En quelque sorte, il est machiavélien, Choiseul. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est il va mener des négociations concernant les troubles provoqués par la résistance janséniste à la bulle Unigenitus. Donc, cette ambassade romaine, elle est plutôt réussie parce que lorsqu'il fait son entrée à Rome, il dépense beaucoup d'argent. Il y a de nombreux pages habillés avec de la soie, de l'or. Donc, à Rome, déjà, il y a deux caractéristiques qui vont se montrer, qui vont se révéler. C'est des caractéristiques qui vont lui coller toute sa vie. Le goût du faste, et on insistera vraiment là-dessus, le goût du faste, et surtout la capacité à manœuvrer politiquement, parce que manœuvrer politiquement la curie romaine avec brio, que ce soit aujourd'hui ou à l'époque, il faut être sacrément fort. Et Choiseul va réussir cette mission avec succès. Et en 1756, sa protectrice, donc comme l'a dit Gauthier tout à l'heure, la marquise de Pompadour, le fait nommer à Vienne avec des recommandations flatteuses. Et là, sa mission, sa grande mission, sa première grande mission, elle va être de cimenter la nouvelle alliance entre la France et l'Autriche par un traité. Et surtout, on fera peut-être une émission là-dessus, assortie de la promesse d'un mariage entre le dauphin, le futur Louis XVI, et l'archiduchesse Marie-Antoinette. Et en fait, en récompense de cette mission magnifiquement réussie, la terre de Stainville sera érigée en duché, et l'ambassadeur prend le titre de duc de Choiseul en 1758. Alors, on a parlé de son caractère, je voudrais revenir là-dessus. Donc ce qui est intéressant, c'est que ami ou ennemi, admirateur ou adversaire, tout le monde dresse à peu près le même portrait psychologique du comte de Stainville, qui devient, on l'a dit en 1758, grâce à sa mission réussie en Autriche, duc de Choiseul. L'unanimité des témoignages se fait autour d'une esquisse en touche légère. On dit qu'il manie l'esprit comme une arme, il dépense sans compter, se ruine avec ostentation, plaçant son plaisir au-dessus de tout. Choiseul est la quintessence du génie aristocratique au temps des Lumières. Désinvolte, éclairé, compétent, il aurait pu dire « Après moi le déluge ». Oui, effectivement, le portrait psychologique est un peu unanime. C'est-à-dire que c'est un personnage qui ne détestait ou admirait peut-être pas, mais considéré, respecté. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne laisse personne indifférent, ce qui est un peu le caractère des grands hommes d'État, c'était Choiseul, malgré ses vices, malgré ses perversions éventuelles. Et tu as cité, Franck, le libertinage, ce libertinage assez machiavélien qui s'assortissait par ailleurs d'une raison d'État, en quelque sorte, lorsqu'il défendait les intérêts du royaume de France devant la curie romaine. Alors, l'œuvre diplomatique de Choiseul est globalement appréciée. On a cité tout à l'heure le grand crédit dont il jouissait auprès de Marie-Thérèse lors de son ambassade à Vienne. Son œuvre politique, elle, est plus diversement appréciée, à la fois de ses contemporains, comme avec le recul des siècles. Ça n'a pas vraiment changé. L'œuvre de Choiseul est un petit peu mitigée. Puisque Choiseul, visiblement, durant son long ministère de 12 ans, enfin ses longs ministères, marine, affaires étrangères, etc., Choiseul n'arrive pas, visiblement, à prendre toutes les mesures qui s'imposeraient pour remédier aux différents désordres de l'époque, notamment le désordre des finances.
Et même s'il est servi par les événements assez régulièrement, et qu'il arrive à plusieurs reprises à tirer les choses à son profit et à celui du royaume, Choiseul est parfois un petit peu en peine comme ça. Il y a des épisodes assez heureux dans la carrière de Choiseul, notamment la mort du roi de Pologne, Lesinski, qui lui permet d'annexer le Barrois, bon ça c'est pas très important, mais surtout la Lorraine, qui est à la fois sa province natale et surtout une terre d'empire. La Lorraine devient française en 1766. Alors naturellement, géostratégiquement, c'est très intéressant pour la France qui, comme ça, permet d'agrandir son territoire aux marges du Saint-Empire romain germanique. C'est vraiment un tampon en plus, marche de l'Est. Ah oui, totalement, c'est un tampon. Alors il y en aura d'autres, des tampons. Il y aura notamment la Belgique au XIXe siècle, avec tout l'imbroglio autour de la constitution d'un État belge. Les Britanniques, par exemple, voudront plutôt un royaume de Belgique indépendant pour essayer de constituer un tampon aux marges de l'Allemagne et de la France. Mais là, c'est le tampon de l'époque, si je puis dire. La Lorraine devient française en 1766. Ça concourt, vous le savez, à constituer cet hexagone qui sera le territoire définitif de la France. Et 2 ans plus tard, en 1768, il y a par ailleurs la réunion de la Corse à la France. Alors cette réunion, elle profite, c'est la suite des révoltes, en fait, des révoltes permanentes des Corses envers leur suzerain qui était la République de Gênes. Donc, comme cela, la France devient véritablement française sur un plan géographique. D'ailleurs, précisons que Napoléon naîtra quelques mois en 1769, après donc ce rattachement au royaume de France. Donc à quelques mois près, il ne naquit pas, il ne serait pas né français. Ah oui, c'est symbolique. C'est symbolique, puisque la Corse était plutôt sous l'orbite anglaise et génoise à l'époque. Avec des influences diverses. L'œuvre de politique étrangère de Choiseul, elle est beaucoup plus discutée encore que son œuvre de politique intérieure. Encore son œuvre de politique intérieure, on arrive à trouver des points positifs, notamment dans ces 3 annexions que j'ai citées, Barrois, Lorraine et Corse. Concernant la politique extérieure, c'est plus mitigé encore. Alors justement, c'est la guerre de 7 ans. Monique Cotteret dit quelque chose de très intéressant, parce qu'elle explique en fait la chose suivante. Elle dit que tous les historiens qui ont travaillé non sur sa personne, mais sur le XVIIIe siècle, se révèlent plus circonspects à l'égard de sa réussite politique. En effet, les historiens s'opposent sur l'évaluation de sa politique, sur le bien fondé de ses choix. S'ils considèrent avec intérêt son action diplomatique et ses efforts pour reconstruire l'armée et la marine, beaucoup jugent généralement de manière assez sévère son abandon face au Parlement, voire même justement son adhésion à la fronde parlementaire à la fin du règne de Louis XV. Permettez-moi de citer Hubert Métivier. Voici ce qu'il dit. J'ouvre les guillemets. Le ministère Choiseul, pour interrogation, 12 ans de prospérité économique et de déclin politique. Coexistence d'un brillant essor matériel et d'un fléchissement monarchique au plus bas en 1770. Jamais le pouvoir royal ne fut si avili avant 1788 par l'audace parlementaire. Fin de citation. Et en fait, le cas Choiseul, justement, est inséparable de la fronde parlementaire. Alors, cette fronde parlementaire, on l'interprète très souvent à la lueur de la crise de l'Ancien Régime et à son effondrement. Alors, la question, c'est est-ce que Choiseul aurait pu empêcher cette fronde parlementaire? Est-ce qu'il aurait pu la retenir? Alors, nous ne répondrons pas à cette question. La seule chose que nous pouvons dire, sur laquelle Monique Cotteret insiste, c'est qu'à la fin de sa carrière politique, alors qu'il se bat contre la montée en puissance de Madame du Barry, Choiseul, lui qui a su tenir tête aux Anglais, lui qui a su manœuvrer à la cour de Rome, qui a su négocier avec l'impératrice d'Autriche, on peut dire le mot Gautier se couche littéralement devant les parlements. Oui, effectivement. Alors ça, c'est un trait assez connu de l'histoire politique de Choiseul. C'est lié en fait directement. Donc, il aurait peut-être fallu revenir un petit peu avant sur le contexte de la guerre de 7 ans. De 7 ans, tout à fait. Je sais pas, peut-être faire les choses dans l'ordre. Du coup, je vais parler quelques minutes de la guerre de 7 ans. En fait, entre 1756 et 1763, il y a cette guerre qui peut être considérée comme véritablement la première guerre mondiale avant l'heure, en ce qu'elle concerne tous les continents, parce que c'est une guerre qui naturellement se déroule en Europe, mais également en Amérique du Nord, également aux Caraïbes, jusqu'aux Indes et même jusqu'aux Philippines. Et cette guerre, elle met en confrontation de plus
d'où son caractère un petit peu de pré-guerre mondiale. La plupart des acteurs géopolitiques de l'époque, qui sont exclusivement des acteurs européens pour le coup, y compris des nouvelles puissances, hein, que ce soit la Prusse, le Royaume-Uni, le Portugal, le Saint-Empire, l'Autriche, la Saxe, la France, la Russie, la Suède, l'Espagne, les deux nations et Naples. Et je n'ai cité là que les principales puissances. Il y en a encore une demi-douzaine d'autres, notamment dans les petits États qui composent le Saint-Empire romain germanique, dans les deux alliances hein, d'ailleurs. Et puis, c'est aussi une guerre mondiale de par le bilan humain, hein, puisque il a véritablement ce caractère de conflagration européenne préfigurant la Première Guerre mondiale, avec environ 1,1 million de morts, dont 650 000 civils. C'est une des premières fois, je crois, où il y a plus de morts civiles que de morts militaires, ce qui sera une caractéristique notamment de la Deuxième Guerre mondiale, un petit peu de la Première aussi. Le casus belli de ce conflit étant en fait l'invasion de la Saxe par Frédéric II de Prusse. Et alors, il n'y a pas vraiment de vainqueur et de vaincu dans cette guerre, il y a plutôt un statu quo. Il n'empêche que les Britanniques ont d'énormes gains territoriaux qui sont pris sur la France. Puisque pour la France, la guerre de 7 ans entraîne la perte du Canada et de ses possessions en Inde. C'est ce qui est convenu dans le cadre du traité de Paris en février 1763. Et ce traité consacre de fait la prééminence du Royaume-Uni comme première puissance mondiale. Cela durera, vous le savez, pendant 1 siècle et demi. Et au-delà de sa perte d'influence dans le monde, la France aggrave également de manière considérable sa situation financière. C'est ce qui donnera lieu, Franck, à ce que tu as cité, ce conflit entre Choiseul et les parlements, entre le roi et les parlements, puisque en prenant part à ce conflit, la France s'endette naturellement. Il y aura une situation d'ailleurs assez similaire, une quinzaine d'années plus tard, avec la participation française à la guerre d'indépendance américaine, qui est l'une des causes constitutives de la Révolution française en 1789. Et les différents contrôleurs des finances qui se succèdent, que ce soit Silhouette, Bertin ou Laverdy, ne trouvent pas alors de solution, sinon le tour de vis fiscal, la création de nouveaux impôts. Alors on propose une subvention territoriale qui doit peser sur chaque propriétaire du pays. On propose un deuxième 20e, on propose un troisième 20e. Donc je ne suis pas certain que ce sont des impôts qui doivent être de 5%, hein, normalement, si on se réfère au titre, il faudrait vérifier. En tout cas, ces trois impôts ne sont pas acceptés. Ils ne sont pas acceptés du petit peuple, mais ça, pas très important, puisqu'on n'a pas l'habitude de l'écouter à l'époque. Ce qui est plus important, c'est que ces impôts ne sont pas acceptés par le Parlement, hein, puisque le Parlement refuse d'enregistrer les édits relatifs à ces nouveaux impôts. Mais cette fois, le contexte est plus tendu encore, puisque les magistrats démissionnent, ils suspendent le cours de la justice, et naturellement le roi est un petit peu obligé d'arbitrer, et comme assez souvent dans ces cas-là, c'est pas la première fois qu'il y a des conflits avec le Parlement, mais là il est très fort, comme assez souvent, eh bien le roi capitule devant ce qu'on appelle, Franck, les robes rouges. Oui, tout à fait. Alors juste pour la guerre, juste pour le traité de Paris, donc effectivement tu l'as dit, c'est terrible pour la France, mais la France conserve quand même les Antilles et la production du sucre. Et justement, avec ces Antilles, elle maintient une présence outre-mer qui va être profitable pour la revanche qu'aura lieu une quinzaine d'années plus tard. Elle perd les arpents de neige. Les arpents de neige, oui. Alors justement, par rapport à cette question, lorsque Choiseul, il y a un passage dans le livre qui est assez révélateur, lorsqu'on demande à Choiseul ce qu'il préfère entre le Canada et la Corse, il dit, mais d'un point de vue historique, d'un point de vue civilisationnel, je préfère garder la Corse que garder le Canada, parce que la Corse nous est beaucoup plus utile pour notre puissance à la fois continentale et maritime et également méditerranéenne. Alors il faut savoir que les parlements, contrairement à ce qu'aujourd'hui on pense et ce qui est enseigné dans l'histoire, les parlements en fait avaient donc ce droit de remontrance, donc c'était le fait de pouvoir faire remonter au roi les choses qui n'allaient pas dans le royaume, les abus, les erreurs de justice, tout ce qui n'allait pas. Et en fait, il faut savoir que les parlements n'étaient pas que des chambres d'enregistrement de justice, et qu'elles avaient un pouvoir, et que parfois, lorsque les parlements se mettaient en grève, déjà à l'époque,
ça bloquait un peu le royaume pour l'enregistrement des actes. Par exemple, quelqu'un qui se marie, quelqu'un qui lors d'une transmission, le pays était clairement bloqué. Et en fait, à l'époque, tout le monde s'attend à ce que Choiseul, certes représentant de la noblesse, donc cette noblesse toujours plus ou moins frondeuse contre le pouvoir royal, mais Choiseul, malgré tout, jaloux de ses prérogatives, quand même, en tant que principal ministre du roi sans avoir le titre, tout le monde s'attend en fait à ce que Choiseul mette un tour de vis au Parlement, et ce n'est pas du tout ce qu'il va faire. Dans un premier temps, Choiseul va avoir, comme beaucoup d'hommes politiques, va avoir un temps d'attente. Il va voir comment ça se passe. Il va espérer que la révolte s'essouffle. On essaie de gagner du temps. On discute, on fait des dîners, des réunions, des comités. Cette première phase d'observation ne permet pas de tarir la source de la révolte. Et ensuite, Choiseul va commencer par louvoyer. Il va justement essayer de mettre en place différentes stratégies. Je donne, je reprends, il va discuter. Et finalement, en fait, Choiseul, devant cette fronde des parlementaires, n'aura pas justement les ressources à la fois politiques, mentales et intellectuelles, justement, pour résister au Parlement. Beaucoup vont lui reprocher non pas justement de s'attaquer aux affaires du royaume, mais plutôt de privilégier l'essor familial en mettant ses nombreux et différents cousins Choiseul à des postes assez importants dans l'administration royale. Oui, effectivement, on a eu comme ça, dans l'opinion publique qui naissait à l'époque, la perception que Choiseul, et peut-être le roi lui-même, peut-être Louis XV, étaient plus intéressés par leurs affaires personnelles que par le bien commun du royaume. On parle même à l'égard de Louis XV, Gauthier, enfin, le fait que le prince se comporte comme un aristocrate, les gens aiment ça, c'est-à-dire qu'ils dépensent de l'argent. Bon, c'est comme tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas la thésaurisation bourgeoise. Or, ce que beaucoup vont reprocher à Louis XV, paradoxalement, et aussi à Choiseul, surtout à Louis XV, c'est justement à Versailles, c'est que Louis XV va mener une espèce de vie bourgeoise. Et ça va lui être reproché. C'est-à-dire qu'une espèce de vie bien rangée, d'un côté j'ai ma femme, de l'autre côté j'ai ma maîtresse, et c'est très ric, c'est très cocasse, c'est très ironique comme situation. C'est-à-dire que des bourgeois vont reprocher à Louis XV de mener une vie bourgeoise et non pas une vie d'aristocrate. Alors qu'à l'époque de Louis XIV, on reprochait un peu le contraire, comme quoi les gens ne sont jamais contents. Ceci est une parenthèse qui est refermée. Oui, effectivement, on lui reproche un peu tout et son contraire. Pour revenir à la suite de cette crise des parlements, l'apaisement qui est voulu par le roi n'empêche pas, en fait, l'opinion de protester, puisqu'il y a une protestation à la fois du Parlement et aussi de cette opinion publique naissante. Alors il y a quelque chose qui est reproché au roi et à Choiseul qui me semble très significatif de l'époque, c'est cette idée de conspiration autour des questions du pain, qui est vraiment l'alimentation de base de l'époque. Puisque le petit peuple croit alors que le roi tâche d'établir, avec Choiseul, son principal ministre, une sorte de monopole du commerce des grains pour spéculer sur la misère. Et ça, c'est la légende dite du pacte de famine. Alors en réalité, il y a bien des réserves gouvernementales de graines, c'est bien normal, mais elles ne sont pas destinées à être privatisées. Elles servent simplement à parer aux disettes éventuelles, qui sont quand même assez nombreuses à l'époque, et cette opération n'enrichit personne. C'est une soupape de sécurité, c'est une crise. Ouais. Oui, totalement, et c'est comme il y aurait maintenant, je pense qu'il y a des réserves alimentaires, j'en suis pas certain, mais il y a en tout cas des réserves stratégiques pétrolières, dont l'État se sert lorsqu'il y a des graves crises, ou simplement des grèves au niveau des raffineries. Donc c'est un peu pareil pour l'alimentation à l'époque. Sauf que le peuple, par, on pourrait dire, conspirationnisme, le terme est un peu anachronique, croit qu'il s'agit de Choiseul et de Louis XV qui, sciemment, volontairement, visent à l'affamement du peuple pour leur propre profit personnel. Et puis, il faut dire que la défaite française à la guerre de 7 ans a aussi une troisième autre conséquence, après la nécessité d'une réforme fiscale, après le surendettement. La troisième conséquence, c'est la nécessité d'une réforme militaire, puisque il est estimé que l'armée française n'a pas été au niveau, malgré ses brillants combats, notamment en Amérique du Nord. Aussi, Choiseul décide d'une réforme militaire. Sans parler, Gauthier, ce qu'on te plaît, de la perte du prestige royal.
Parce que pendant des années, de Louis XIII à Louis XIV, les Français étaient habitués à remporter des victoires, que ce soit contre les Espagnols en Flandre ou en Espagne, ou que ce soit contre les Habsbourg en Europe centrale. Et là, coup de tonnerre, l'arrière-petit-fils de Louis XV, cette grande armée Louis XIV, considérée comme la meilleure d'Europe, elle se fait littéralement exploser alors que les forces sont... elles étaient supérieures en plus, les forces françaises. Oui, effectivement. Et puis, ça s'inscrivait dans c'était pas que les Français, il y avait toute une coalition. Et bien, quand même, la France perd. Aussi, Choiseul pense qu'il a la nécessité d'une réforme. Et il décide donc de réduire les effectifs. Il renvoie des officiers roturiers, il renvoie des officiers nobles plutôt provinciaux, ce qui fait que le nombre de colonels et de lieutenants qui avaient acheté leur charge pour appartenir à l'armée royale, eh bien, ils perdent jusqu'à leur capitale. On leur donnera ultérieurement des pensions, mais qui sont assez illusoires, c'est simplement des expédients, et beaucoup d'entre eux, Franck, tomberont dans la misère. Oui, bien évidemment, il faut savoir que, contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui, les nobles achetaient leur régiment, et c'était un investissement, donc c'était aussi une source de revenus. Mais c'est pas encore la conscription populaire, ça il faut attendre les réformes de Jourdan sous la Révolution française. 1798, je crois, oui. Et donc, finalement, Choiseul en fait hérite d'une situation diplomatique compliquée, donc perte du prestige bourbonien en Europe, contestation à l'intérieur, crise économique, crise politique, prestige royal diminué, mais surtout Choiseul, avec cette réforme de l'armée, il va jeter dans les bras de la révolte, on peut dire, beaucoup de nobles, que ce soit de la petite noblesse ou la haute noblesse, qui ne comprend pas justement ce tour de main, ce tour de vis à l'endroit de l'armée. Parce qu'il faut bien comprendre une chose dans le contexte de l'Ancien Régime, c'est que l'armée est un formidable accélérateur pour une carrière, on va dire les professionnels, carrière diplomatique ou militaire. Or, justement, si la France entre en paix, eh bien, que va-t-on faire des cadets de la noblesse ? La personne qui souhaite monter dans la hiérarchie sociale de l'époque, un des principaux moyens justement de monter, c'est la guerre. Or justement, Choiseul va mettre en place, en tout cas suite à cette défaite au traité de Paris, il va mettre en place un espèce d'équilibre des puissances auquel Metternich empruntera justement sa fameuse idée de Sainte-Alliance. Choiseul, au niveau européen, Gauthier, il est plutôt pour un espèce, on va dire, de statu quo. C'est-à-dire, on organise le pacte de famille, on arrête de se faire la guerre entre les deux principales puissances du continent, on essaye de limiter l'hégémonie anglaise sur les mers, mais Choiseul n'est pas du tout un va-t-en-guerre. Non, il est assez pragmatique et il arrive à ce statu quo finalement. Le statu quo, nous ne l'avons pas obtenu en termes de politique extérieure puisque nous avons perdu les Indes et le Canada, mais il est vrai que l'équilibre européen reste assez statique après 1763, après la fin de la guerre de 100 ans. Là, pour le coup, Choiseul a réussi. La seule novation, un petit peu, c'est que la Prusse s'est révélée comme une grande puissance, et on le verra durant le siècle suivant, elle deviendra une plus grande puissance encore, au point de constituer l'armature centrale du futur empire allemand en 1871. C'est vrai qu'il y a plutôt un statu quo européen, qui ne sera vraiment chamboulé que durant les guerres napoléoniennes à la fin du siècle. Alors, on a cité les mauvais aspects de la réforme militaire de Choiseul. Il y en a aussi des bons, paradoxalement, puisque même s'il y a la misère des officiers, notamment les officiers de province, ce qui ne peut pas concourir naturellement à faire apprécier le roi en province, c'est assez logique. Choiseul, quand même, prend conscience de cela et s'efforce de remédier à cette situation assez lamentable. Ce qui fait que l'État prend désormais à sa charge le recrutement, la nourriture et l'équipement des soldats. Il s'occupe de leur bien-être, si on peut dire, à l'époque, et il fixe aussi leur uniforme. Il semblerait, je ne suis pas spécialiste, que les uniformes des soldats français, j'ai l'idée qu'ils étaient de couleur rouge d'ailleurs, mais je peux me tromper, il semblerait que ce n'était pas fixé à l'époque. Choiseul exige des officiers une discipline stricte, et pour leur donner une instruction professionnelle sérieuse, il va construire des écoles militaires qui existent toujours à Paris, à La Flèche, c'est actuellement en Sarthe, et à Saumur. L'artillerie est complètement réorganisée.
par un dénommé Gribeauval, hein, qui est un nom assez connu dans l'histoire militaire française. Gribeauval crée un nouveau matériel d'artillerie plus léger, un matériel d'artillerie légère ou de campagne qui reste en usage en fait jusque dans les années 1820. Et puis Choiseul travaille aussi à relever la marine française pour permettre à la France de concurrencer l'Angleterre, hein, de prendre un jour sa revanche sur le Royaume-Uni qui vient de gagner la guerre de 7 ans. Ce sera toujours la volonté française, ça sera aussi ultérieurement la volonté allemande, et puis on le sait, ce sera toujours la volonté britannique que de surpasser les deux autres flottes. Ça, ce sera théorisé dans la doctrine géostratégique du Two Standard Power, selon laquelle la marine militaire britannique doit être égale aux deux marines suivantes, plus un navire. On l'avait déjà dit dans une émission, c'est amusant le plus un. Les deux marines suivantes, c'est-à-dire à l'époque, naturellement, la marine française et allemande. Eh bien, Choiseul, dès cette époque, travaille à relever la marine, puisque le roi, en 1765, ne possède plus que 44 vaisseaux de ligne et 10 frégates. Eh bien, le ministre Choiseul sollicite alors des contributions volontaires de la part de différentes villes françaises, et ça lui permet de construire 15 vaisseaux de ligne. Il réorganise également les arsenaux en fondant notamment un arsenal célèbre, qui est l'arsenal de Lorient. Il fonde également un arsenal à Marseille. Il réforme le corps des officiers de marine et encourage aussi les études nautiques, ce qui fait qu'en 1770, à la fin du ministère Choiseul, et 7 ans après la défaite française lors de la guerre de 7 ans, eh bien, la France dispose de 64 vaisseaux de ligne et de 50 frégates, c'est-à-dire 40 plus, il faudrait faire les calculs, hein, mais plus 40 frégates en plus, on a multiplié par 5, et si je compte bien, 20 vaisseaux de ligne en plus. Voilà, ça contribue à reconstituer un petit peu le lustre français sur la scène extérieure. Il faut aussi signaler enfin que Choiseul travaille à reconstituer notre empire colonial, enfin l'empire colonial français, en le reprenant aux compagnies privées. Il ne parvient pas toutefois à constituer une armée coloniale, et il échoue également, Franck, dans cette tentative de colonisation de la Guyane. Oui, d'où les accusations de certains libéraux qui verront justement une espèce d'étatisme avant l'heure concernant les affaires économiques. Alors l'autre grande affaire justement auquel Choiseul va participer, bon gré mal gré, c'est justement cette expulsion du royaume de France de la compagnie de Jésus, hein, fondée par Ignace de Loyola, plus connu sous le nom de jésuites. Alors, il faut savoir que les jésuites étaient vus, Gauthier, à tort ou à raison, comme des soutiens, en fait, du pouvoir royal, comme du soutien de la monarchie absolue. Absolue au sens, non pas comme le sens moderne, mais absolue au sens du latin, sans lien. C'est-à-dire sans lien avec les puissances d'argent, sans lien avec les puissances politiques, diplomatiques, étrangères. Et donc justement, le Parlement de Paris, qui tend plutôt vers le jansénisme, donc là, il y a à la fois une querelle politique et une querelle théologique. Donc il y avait un affrontement entre les jésuites et les jansénistes d'un point de vue théologique, par rapport à cette question de la grâce ou pas efficace ou suffisante. On en reparlera peut-être dans une autre émission. Et puis également, un conflit également politique. Les jansénistes attaquent le pouvoir royal et les jésuites sont vus comme des soutiens du pouvoir royal. Donc il va s'en suivre des querelles intellectuelles, des querelles théologiques, des querelles philosophiques. Et en fait, ce qui va se passer, comme bien souvent, ce n'est pas une question politique ou théologique qui va faire chuter les jésuites, mais c'est une question financière. Alors en fait, concrètement, il y avait le père Antoine Lavalette qui était chargé, Gauthier, de la gestion financière de la Martinique. Mais il faut savoir que ce Antoine Lavalette avait quitté les jésuites en 1762. Sauf que l'année d'après, les opérations commerciales engagées par le père Lavalette au nom des jésuites sont déclarées en faillite. Bien évidemment, on va demander le paiement de la dette. Ils vont se retourner contre Antoine Lavalette. Lavalette, lui, mettra en avant qu'il a fait ça à l'époque en tant que jésuite et au nom de la compagnie
de Jésus. Donc les personnes lésées vont demander à la compagnie de Jésus des comptes. Sauf que la compagnie de Jésus n'entend pas payer. Et là, erreur tactique assez phénoménale de la compagnie de Jésus, elle va demander au Parlement de Paris, justement, de casser les jugements qui avaient lieu à Marseille, entre autres, contre justement les jésuites qui leur intimaient de payer justement ces dettes qui avaient été faites. Et là, bien évidemment, le Parlement de Paris va s'empresser justement de confirmer la décision. Et donc, suite à cette affaire financière et de dette, il va y avoir également une levée de boucliers pour en profiter, pour justement chasser les jésuites. Alors le parti dévot, qui est un embryon de catholicisme ultra, voire ultramontain, va résister. Le grand dauphin, donc le fils de Louis XV, va être membre du parti dévot. Il va s'affronter avec Choiseul. Alors évidemment, Choiseul, lui, ne rentre pas dans les discussions, ne rentre pas dans ces discussions théologiques, philosophiques et métaphysiques concernant la grâce et le salut de l'âme. Simplement, il va avoir le moyen, Choiseul, justement, il va avoir le moyen dans cette affaire d'éliminer des rivaux dans la, dans la mainmise psychologique et sur Louis XV. Le Choiseul voit surtout les jésuites comme des rivaux dans sa marche vers le pouvoir, et donc Choiseul va encourager le Parlement de Paris dans sa fronde, si je puis dire, ou dans sa croisade, quelque peu ironique le propos, contre les jésuites. Et donc les jésuites vont être expulsés du royaume de France dans une alliance assez bizarre entre d'un côté les jansénistes qui sont hostiles à Rome pour des raisons théologiques, et les gallicans qui sont également hostiles à Rome, non pas pour des raisons théologiques, mais pour des raisons en fait de suprématie. C'est-à-dire que est-ce que l'Église de France doit être soumise à Rome, ou est-ce que l'Église de France doit être indépendante? Les jésuites sont considérés comme des pro-romains, comme des ultramontains, donc ils se mettent à dos à la fois les jansénistes et les gallicans. Oui, effectivement, et tout cela n'empêchera pas finalement, malgré ces différentes manœuvres, ces différentes approches, ça n'empêchera pas la chute finale de Choiseul, qui est véritablement l'époque peut-être le plus important de sa carrière politique, et sans doute l'épisode le plus connu du grand public, hein, parce que Choiseul est aussi célèbre pour sa chute qui relève un petit peu l'arbitraire du pouvoir royal de l'époque. C'est l'absolutisme royal, hein, vraiment au sens plein et entier. Alors les causes de la chute de Choiseul, donc en 1770, hein, mais qui est une chute progressive, elles sont à la fois d'ordre intérieur et d'ordre extérieur. C'est notamment l'avènement d'une nouvelle favorite, Madame du Barry. C'est aussi ce qu'on appelle les affaires de Bretagne, et puis le procès du duc d'Aiguillon, qui mine sérieusement le crédit de Choiseul. Pour revenir sur cette dernière affaire, l'affaire du duc d'Aiguillon, ça se passe en 1753. Aiguillon est nommé commandant de Bretagne. C'est quelqu'un d'assez réfléchi et de laborieux, on le dit, et de caractère ferme. Il est par ailleurs bien en cour et c'est un ambitieux. Et il passe alors comme le successeur possible, probable même, de Choiseul, ce qui naturellement déplaît au ministre et ce qui l'inquiète. Alors la tâche de commandement en Bretagne est difficile, puisque la Bretagne c'est alors une province... alors on dit la province de Bretagne, pour préciser géographiquement, concerne également notre Loire-Atlantique actuelle, hein, ça va jusqu'en Vendée. En dessous, c'est le Poitou, et puis à l'est, ouais, jusqu'au Pays de Ré, très exactement. À l'est, c'est encore autre chose, c'est le Maine et le Perche. Mais la Bretagne est une province assez... avec beaucoup de particularismes, il est donc assez difficile de la commander. Vous savez que c'est un territoire français assez récent, puisque son annexion ne date que de 1532. Alors Aiguillon réussit tout d'abord... Aiguillon, pardon, réussit tout d'abord, par sa modération et ses ménagements, à se créer un parti dans la noblesse bretonne. Il se montre en fait un excellent administrateur, alors que la tâche n'était pas facile. C'était pas dit d'avance qu'il serait un bon gestionnaire.
Et Aiguillon se fait apprécier parce qu'il multiplie par exemple les voies de communication, il adoucit le système des corvées, il favorise l'assainissement des grandes villes, Rennes, Saint-Brieuc, etc. Et durant le procès des Jésuites, que tu citais Franck il y a quelques minutes, Aiguillon refuse de prendre parti, or cette neutralité le fait soupçonner de sympathie pour les religieux proscrits. Mais surtout, Aiguillon a alors le malheur de se brouiller avec le procureur général au Parlement de Rennes, La Chalotais, qui lui s'était rendu célèbre pour son zèle contre les jésuites. Alors commandant et procureur saisissent alors toutes les occasions de se nuire, et en 1764, au sujet de mesures fiscales, le Parlement de Rennes fait ce qu'on appelle des remontrances. Le roi Louis XV intervient, les choses s'enveniment assez rapidement, et les parlementaires suspendent le cours de la justice, ils se démettent de leurs fonctions. Il commence à avoir un début de révolution à Rennes, le roi fait arrêter La Chalotais, il constitue un nouveau parlement, ce parlement, l'opposition, l'appelle de manière assez dérisoire le bailliage d'Aiguillon, et il y a beaucoup de libelles qui sortent, de pamphlets contre le roi, contre Choiseul, contre les différents ministres, contre le nouveau commandant de Bretagne, et suivant la coutume, les autres parlements soutiennent le Parlement de Bretagne et le roi, qui finit par accepter la démission d'Aiguillon et par rétablir le Parlement breton dans ses attributions. Alors celui-ci se hâte de mettre en accusation Aiguillon, c'est un peu compliqué, mais en sa qualité de père, Aiguillon relève du Parlement de Paris, et dès le début du procès, les parlementaires manifestent à l'égard du duc une haine si forte que le roi déclare nulles toutes les procédures et impose le silence aux deux parties. Le Parlement de Paris n'en interdit pas moins à Aiguillon toute fonction avant qu'il ne soit purgé des soupçons qui entachent son odeur. Or, Choiseul ayant soutenu La Chalotais contre Aiguillon, et s'étant opposé aux mesures de rigueur contre les parlements, et de plus en plus discuté, il a par ailleurs dans le ministère des adversaires puissants, Maupoux qu'on retrouvera naturellement à partir de 1770-1771, également Terray, et à la cour de même son crédit, qui avait été établi par Madame de Pompadour, et battu en brèche par Madame du Barry, on l'a cité il y a quelques minutes, depuis que Choiseul a laissé son parti mener une guerre c'est assez surprenant, une guerre de chansons et de vaudeville contre la nouvelle favorite. Comme quoi, c'était aussi des outils politiques à l'époque, ces différents libelles. On a même accusé Choiseul d'avoir écrit lui-même certains libelles contre Madame du Barry, alors que apparemment il les aurait laissés circuler plutôt qu'inspirer. Voilà, c'est pas un corbeau, mais il a quand même laissé la manœuvre se faire à son avantage, pensait-il. Eh bien non, puisqu'il tombera quelques mois plus tard, le mariage du dauphin avec la fille de Marie-Thérèse qu'il avait préparé renforce un instant la situation de Choiseul, mais c'est finalement les conséquences de sa politique étrangère et de la guerre de 7 ans à partir de 1763 qui achèvent de le perdre. Alors, toute sa pensée était tournée, on le savait, contre l'Angleterre. Choiseul rêvait de prendre naturellement sa revanche sur le traité de Paris. Par exemple, il encourageait les velléités de soulèvement des colonies d'Amérique du Nord. Et les conflits avec l'Angleterre se multipliant aux colonies à propos du régime de la pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Terre-Neuve notamment, Choiseul, à la faveur du pacte de famille, pousse alors les Espagnols à une rupture avec l'Angleterre au sujet des îles Malouines. C'est une guerre imminente qui se profile, sauf que le trésor est naturellement vide, puisque tout a été dépensé durant la guerre de 7 ans à partir de 1756, et le Parlement, on le sait, est en pleine révolte. Alors le roi, pour ne pas concourir une aventure assez hasardeuse, finit finalement par demander la démission de Choiseul. Il lui ordonne de se retirer, tu l'as dit Franck, à Chanteloup. Cette célèbre disgrâce, à la fois aigrit Choiseul, on le verra dans ses mémoires, et les premières pages du livre, je crois que c'est vers les pages 15-20, reviennent sur l'aigreur du roi, si tu peux trouver des citations Franck, et ça aussi concourt à augmenter la popularité de Choiseul. Voilà, tous les philosophes ensuite et les différents parlementaires de l'époque feront le pèlerinage de Chanteloup pour aller voir l'ancien ministre tout-puissant mais désormais déchu.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que même le chancelier Konitz, Konitz, chancelier de la Maison d'Autriche à Paris, il applaudira à ce choix en fait de la disgrâce de Choiseul par Louis XV parce qu'il considère que Aiguillon est plus malléable que Choiseul. Donc, c'est-à-dire que Choiseul, malgré son côté libertin, avec du caractère. Et puis surtout, il estime que pour les intérêts de la couronne d'Autriche, le duc de Guyon est quand même beaucoup moins compétent que Choiseul. Donc cette disgrâce fut pour Louis XV un acte d'autorité politique qui lui a permis en fait d'inaugurer un changement dans la politique monarchique. Bénéficiant en fait de cette action d'éclat, il va pouvoir un peu reprendre les rênes de son royaume. Et puis surtout, Louis XV va profiter de cette action pour réaffirmer le rôle interne de l'État. Le problème, c'est au niveau international, les choses continuent leur cours, si je puis dire, et lorsqu'il y aura le dépeçage de la Pologne par l'Autriche et la Russie, entre autres, Louis XV aurait dit « ça ne serait pas arrivé si Choiseul eût été encore ici ». Donc on voit bien que même si Louis XV avait disgracié Choiseul, il reconnaissait son talent et ses compétences. Pour finir, on peut dire que Choiseul finit sa vie donc à Chanteloup, dans son château. Il est visité un peu par tout le monde, il reçoit beaucoup de convives. Et chose assez étonnante, pendant cette dizaine d'années où il vit reclus, Gauthier, Choiseul en fait ne déverse pas de haine de manière publique contre le gouvernement royal et contre Louis XV. Il va rester plutôt calme, se contentant en fait d'écrire, de se consacrer à la passion de la chasse et également des arts, parce qu'il faut savoir que Choiseul fut un très grand collectionneur. Une foule de visiteurs, comme elle dit Madame Cotterêts, n'a cessé de se presser à Chanteloup, et beaucoup à l'époque délaissaient Versailles pour se retrouver en fait soit à Chantilly chez le prince de Condé, soit à Villers-Cotterêts chez les Orléans, ou soit à Chanteloup chez Choiseul. C'était un peu les trois lieux de contre-pouvoir à Versailles. Donc Choiseul meurt à Paris le 8 mai 1785. Il est ruiné par un train de vie somptueux malgré une immense fortune. Alors, il meurt d'une bronchite mal soignée, et surtout pour l'époque, il laisse Gauthier, le chiffre varie, mais on est quand même dans ces eaux-là, il laisse 10 millions de livres de dettes. Donc après son décès, son corps est transféré à Amboise en passant par Blois, et donc le duc est enseveli dans le nouveau cimetière d'Amboise. Sur l'ordre, donc dans son testament, il demande le minimum et surtout il laisse de l'argent pour pouvoir que le pépiniériste en fait entretienne ad vitam aeternam son tombeau. Donc que peut-on dire sur Choiseul? Donc Choiseul a dirigé la France pendant 12 ans, il a réorganisé l'armée avec à la fois du succès et des échecs, il a réorganisé la marine qui permet cette fameuse revanche de la cour française face aux Anglais, il a manifesté un profond libertinage à la fois moral et personnel, mais surtout ça a été un homme qui a réussi à accumuler beaucoup de charges, et il a mis en place les éléments qui ont permis, comme le disait Métivier, il a mis en place justement une politique qui a permis un certain essor économique de la France, que certains considéreront malheureusement comme bien faible, eu égard à la faiblesse politique qui colle un peu au ministère Choiseul. Oui, alors ceci étant, la France a plusieurs avantages géostratégiques à l'époque, notamment sa démographie, puisque la France est, avec la Russie, mais la Russie c'est un peu différent, c'est un très grand pays, le pays le plus peuplé d'Europe, à peu près 28 millions d'habitants. Et ça pesera quand même d'un poids certain, même s'il ne faut pas tout voir par la démographie ou tout voir par la superficie d'un pays, ça pesera quand même dans les futures guerres, que ce soit les guerres révolutionnaires, les guerres napoléoniennes, ça pesera d'un poids certain. Juste pour revenir quelques instants sur le futur
politique immédiat du ministère Choiseul, on l'a dit, donc il y a un homme fort qui se dégage. Il n'est pas tout à fait seul en fait, je vais y revenir. Cet homme fort c'est Maupoux, René de Maupoux, né en 1714, et il mourra en 1792. Quand je dis qu'il n'est pas seul, c'est parce qu'en fait il y a un triumvirat qui succède à Choiseul, c'est-à-dire 3 personnes. Le pouvoir appartient désormais, outre à Maupoux qui est à la chancellerie, à l'abbé Terray qui dirige les finances. L'abbé Terray, contrôleur général des finances, est né en 1715 et il mourra assez rapidement en 1778. Et puis Aiguillon, qu'on a déjà vu s'agissant des affaires bretonnes, lui dirige les affaires étrangères. Eh bien Maupoux prend assez rapidement le pas sur les autres ministres et entreprend la réforme des parlements que leur révolte avait rendue assez nécessaire, bien sûr. Le Parlement de Paris venait en effet de refuser une fois de plus de reprendre ses fonctions, et bien ses membres sont exilés en province et leurs charges confisquées avec promesse de remboursement. Voilà. On peut aussi citer Vergennes, qui sera le futur ministre des Affaires étrangères, pour lequel Choiseul avait délivré un bon compliment, nonobstant des mauvaises relations à l'époque. Il avait quand même dit « Je ne vois que le comte de Vergennes pour me succéder aux affaires étrangères », et Vergennes sera le ministre des Affaires étrangères pendant la guerre d'indépendance américaine. Alors ça n'a pas été un baiser de la mort, il l'a soutenu, Choiseul, et puis il l'a été effectivement Vergennes ministre, quelques années plus tard. Voilà, chers amis, pour cette émission consacrée au livre Choiseul, l'obsession du pouvoir, édité chez Talandier, un livre assez récent, puisqu'il est sorti en avril dernier, je crois. Juste avant de conclure, peut-être un petit mot, Franck, sur la disparition il y a quelques jours de cela de François Bluch, historien, historien moderniste, connu pour son œuvre justement sur le grand siècle. Louis XV, certes, mais surtout Louis XIV, avec une monumentale biographie éditée chez Fayard, je crois que c'était en 1988, une biographie de 1040 pages, et d'autres grands travaux sur l'histoire de ce grand siècle de l'absolutisme royal, le XVIIe siècle. Tout à fait. XVIIIe siècle, pardon. Eh bien, écoutez, pour finir, on va juste lire une toute petite description de Choiseul. C'est une citation en fait d'un auteur en fait qui est à la cour. Voici comment il décrit Choiseul. C'était un petit doguin, roux et laid, avec une audace cavalière, une impertinence polie, un persiflage habituel qui le faisait redouter. Il plaisait d'autant plus aux femmes qu'il leur ressemblait davantage. Et on peut également citer une autre citation, une autre description de Nogaret qui dit, pour un peu compenser celle-ci, il dit « Il avait toutes les brillantes qualités et tous les vices. Il en connaissait toutes les subtilités et en devinait les caprices. Il en partageait la sécheresse d'ambition et le cynisme. Il savait qu'ici l'excès de conscience et de scrupules dégénère vite en échec devant la fortune qui s'offre. Son esprit était étincelant, sa conversation et son charme le rendaient irrésistible. » Donc voilà son portrait à la fois physique et psychologique et intellectuel. Gauthier, merci beaucoup pour cette émission consacrée au duc de Choiseul, ministre de Louis XV de 1758 à 1770, duc de Choiseul, brillant, cynique, grand seigneur et amateur d'art. Donc prochaine émission, Gauthier. Alors notre prochaine émission, elle sera enregistrée et elle sera consacrée à un sujet original, c'est la course Paris-Rouen. Voilà, c'est un sujet sportif. Pourquoi la course Paris-Rouen? Parce que c'est une course pionnière à l'extrême fin du 19e siècle. Voilà, on le verra comment cette course... C'est une course automobile, hein? Ouais. Voilà. On verra comment cette course, avec notamment les automobiles de Dion-Bouton, diverses novations technologiques de l'époque, est aussi eh bien quelque chose de politique, parce que Dion-Bouton, vous ne le savez peut-être pas, mais c'était une des grandes figures du bonapartisme, de ce bonapartisme résiduel après la guerre franco-prussienne. Il y avait encore des bonapartistes en chambre, qui étaient souvent des philanthropes et des industriels
industriel, eh bien, Dion Bouton, qui était à la manœuvre dans cette course Paris-Rouen, qui était aussi à la manœuvre, je crois, dans la création du journal L'Équipe, eh bien, était un de ces hommes-là, et nous y reviendrons par le récit sportif et politique de cette course. Paris-Rouen, première compétition automobile de l'histoire. D'ailleurs, 1898 1894. 94. Du 19 au 22 juillet 1894, la course intitulée « Course de voitures sans chevaux ». Voilà, parce qu'on ne savait pas dire automobile à l'époque, donc c'était les premiers termes. On vous montrera d'ailleurs les images de ces petits véhicules qui roulaient à peu près à 15 km/h, hein, c'était pas des bolides. Donc on y reviendra sur Fréquence Histoire d'ici 2 semaines. Merci pour votre écoute, et puis Franck, à dans 2 semaines. Merci à tous pour votre fidélité, à dans 2 semaines. Merci à tous.